Ça a été dit ce matin par mon collègue, un manque de confiance des citoyens. Et tous les responsables comme les citoyens savent qu'il y a ce manque de confiance et vis-à-vis de l'administration publique, quelle qu'elle soit. Ils savent aussi que ce sont la lourdeur et la lenteur bureaucratique qui se sont installées, qui sont à l'origine du problème. J'ai mis entre parenthèses exemple université parce que moi je suis universitaire. On sait très bien que parfois les étudiants يشكيو ما يعطيهمش الوثائق في الوقت المحدد وما ينجموش يسجلوا etc. ما يعطيهمش النتائج تاع الامتحانات الى اخره. دونك كاين مشاكل اللي تبين انه هناك عامل اللي يعرقل السير الحسن للتنظيم. Ils savent aussi que l'introduction des TIC n'a pas fondamentalement changé la situation, mais paradoxalement a parfois ralenti l'activité. Quand on va à la poste, par exemple, on va nous dire système au habs. Donc système au habs, pour nous, c'est pas normal parce que les TIC devraient être, on nous dit parfois dans certains établissements, les ordinateurs sont en panne. Bon, qu'il y ait un logiciel ou qu'il y ait un hadi ou qu'il y ait un khalota, etc. Donc ça c'est très important à noter. Donc ça, on dit, tout le monde, on le sait, tout le monde le sait. Donc ce qui est observable est vécu. Maintenant, nous, en tant qu'universitaires et en tant que scientifiques et en tant que chercheurs, on ne s'arrête pas à l'observable. Sinon, ça ne sert à rien qu'on fasse de la recherche. Il faut aller en profondeur. Il faut expliquer justement d'où vient ce phénomène et comment l'expliquer. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc sur le plan de la réflexion scientifique, on voit qu'il y a un volume appréciable de travaux de recherche menés par les Algériens sur le thème de l'administration publique et sa modernisation qui ne sont pas exploités. Ils sont répertoriés justement dans l'ASGP et ce serait intéressant qu'on déblaye un petit peu tout ce qui a été fait parce que c'est un capital connaissance qui est en stock mort. Donc il faut le déterrer et savoir un petit peu ce qu'il y a. Bon, comme c'était une conférence que je devais présenter à un public particulier, je ne voulais pas prendre les principales thèses qui ont été développées dans ce sens-là. Il y a également l'expérience de Algérie de 2013 qui est à réfléchir, où il était question justement de revoir totalement l'organisation et les structures administratives pour plus de flexibilité, plus d'innovation, donc finalement qui n'a pas pu se mettre en place. Alors ce problème n'est pas particulier à l'Algérie puisque même les pays développés ont commencé à s'intéresser à ce phénomène et à considérer que le modèle organisationnel qui a existé depuis le début du XXe siècle n'était plus opérationnel et qu'il fallait réfléchir à un nouveau modèle qu'ils ont appelé le New Public Management. Donc c'était un management qui était axé sur des résultats et non pas un management axé sur les moyens, ce qui est différent. Donc les résultats, c'est-à-dire se rapprocher du citoyen et demander des comptes, voilà ce que j'ai dit sur la qualité de prestation. Donc je viens de dire. Donc ça c'est la tendance, notamment on la retrouve dans certains pays, de grands pays comme le Canada, on la trouve dans d'autres petits pays comme la Suisse. Donc il y a un certain nombre de pays qui essayent justement de mettre en place ce modèle et qui sont en phase même d'évaluation. Alors pourquoi s'intéresser au comportement organisationnel ? On a dit qu'il y a 3 conditions nécessaires pour assurer l'efficience et l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est sur les moyens, et l'efficience, c'est sur le résultat en fonction des moyens qu'on a mis en place. Donc on peut être efficace, mais on n'est pas efficient. Donc ça c'est connu. Donc regardez les 3 moments d'une organisation qui sont nécessaires. Il faut qu'on fasse un audit organisationnel. Peu d'entreprises, peu d'organisations s'intéressent à un audit organisationnel. Puisqu'il faut savoir, est-ce que les structures que nous avons mises en place répondent à la mission et nous permettent effectivement d'aller dans le sens qui est attendu. Il y a les mécanismes de coordination. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, ce sont des règles qui ont été mises en place au début du XXe siècle par des spécialistes en management des organisations. Il y a les mécanismes de coordination et les mécanismes de contrôle qui se font à travers des règles et des procédures. Donc, si justement ces 3 éléments fondamentaux sont réunis, c'est-à-dire sont réunis comment ? Il ne suffit pas de dire il faut voir dans la réalité des choses, faire des évaluations pour voir si effectivement ça va dans ce sens-là. Si ça marche et qu'on y ajoute la numérisation, on va changer de modèle de gouvernance et nous avons les deux. D'accord. Donc j'ai dit, il y a des prérequis. C'est vrai qu'on a un modèle,
Mais ce modèle, on ne peut pas l'appliquer de manière brute sans avoir évalué et étudié la situation. Donc si on a les conditions dont j'ai dit tout à l'heure, regardez, on a un certain nombre de situations qui vont vers l'amélioration de la gouvernance d'une entreprise, ou bien d'une organisation. Moi je dis entreprise, mais c'est organisation. Donc je suis toujours dans le comportement organisationnel. Le comportement, c'est des interactions sociales, c'est-à-dire l'aspect collectif. Nous sommes là collectivement, mais nous avons des caractéristiques personnelles, ce qu'on appelle les émotions qui sont à caractère individuel, d'où la complexité du sujet. C'est pour ça qu'on dit généralement, quand on enseigne la communication aux étudiants, on leur dit 2 plus 2 égale 5. Voilà. Ce n'est pas 4, c'est 5, parce que c'est la complexité, c'est un mixage entre l'individuel et le collectif qui nous donne un produit. Donc ce n'est pas une somme arithmétique. Néanmoins, il y a un chercheur américain qui avait modélisé, il a dit le comportement, il est fonction de la personnalité et de l'environnement. Donc, fonction de la personnalité et de l'environnement. Donc l'environnement, c'est qui? C'est tout. Les conditions de travail, c'est les personnes avec qui on travaille, etc. Donc ça, c'est important pour qu'il y ait effectivement une organisation qui fonctionne de manière objective et rationnelle. La notion de mission de service public qui n'est pas comprise par tous, donc la responsabilité n'est pas remplie de la même manière par tous aux différents niveaux hiérarchiques, donc là aussi, la notion de responsabilité est une notion très importante. Or, quand on recrute quelqu'un, quelle que soit l'organisation, il est rare qu'on le sensibilise sur le niveau de responsabilité qu'il a, comme si c'était quelque chose d'acquis et d'inné, alors que ce n'est pas vrai. Il faut le former à la responsabilité et à la prise de décision, etc. Ce sont des aspects qui s'apprennent. Donc automatiquement, si on n'arrive pas par incompétence ou par consciemment à remplir toute la responsabilité qu'on a, automatiquement on va avoir un ralentissement de l'activité. Donc ça, on peut le trouver à tous les niveaux hiérarchiques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les audits organisationnels sont importants. En général, quand on parle d'audit comptable et financier, alors que les audits, on peut en faire dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et il y a très peu d'audits organisationnels qu'on devrait faire pour saisir l'importance justement de ces aspects-là. Et là, on a un schéma qui est souvent utilisé, que nous utilisons pratiquement tous les enseignants. C'est qu'on nous dit que dans une entreprise, quelle que soit la fonction, vous ne pouvez connaître directement que 10% des facteurs réels. Les 90% sont cachés et il faut les découvrir. Donc il faut les découvrir comment? J'ai parlé de l'audit qui est un des moyens, un des outils. Il y a également les études. Je me souviens que nous avions avec le CREAD et mon collègue Mohamed Mengerna, qui était le responsable de l'équipe, dans le cadre des programmes nationaux de recherche au début des années 2000, on avait, avec les douanes, on avait fait un important travail de recherche sur la qualité de service avec les usagers, que ce soit les usagers particuliers ou bien les professionnels. Et là, c'est ce genre d'études qu'il faut multiplier. Or, là, on a très peu d'études dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit que l'université, elle était dans des domaines et la réalité était dans des domaines. Donc, il faut qu'il y ait justement pour pouvoir mettre à jour, on dit mettre à jour, les aspects qui sont inconnus. Parce que les aspects inconnus, ils ne sont pas observables, encore une fois. Un comportement, on voit que la personne, elle est venue à 8 heures, donc elle est venue à 8 heures, ça suppose qu'elle va travailler, qu'elle va être honnête, qu'elle va faire alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai, il faut mener une étude. Alors, j'ai pris le cas du secteur de l'enseignement supérieur. Alors, c'est vrai que nous avons des textes réglementaires qui définissent un certain nombre de choses. Alors, le ministère de l'enseignement supérieur a, depuis quelques années, mis en place une nouvelle vision au sein du secteur. Nous avons notamment la démarche participative. La démarche participative pour tout projet que l'on devait mettre en œuvre. Alors, on nous demandait, puisque j'étais moi-même directrice de l'École nationale supérieure de management, de l'École universitaire de Coléa, donc on nous demandait toujours d'impliquer les enseignants, les étudiants, même les ATS, c'est-à-dire l'administration, puisqu'on a des diplômés, on a même des docteurs qui sont dans l'administration, dans les établissements de l'enseignement supérieur. On nous demandait
et pour mettre en relief que les décisions ne doivent pas venir de manière brute du sommet vers la base, mais il doit y avoir un consensus autour de ces décisions. Malheureusement, ce n'était pas toujours facile à mettre en place. Encore une fois, parce que nous avons un certain nombre de comportements et un certain nombre de contraintes organisationnelles qui ne permettaient pas d'appliquer cette démarche participative. Le problème également, est-ce que les enseignants, les étudiants et les ATS ont réellement compris, sont-ils impliqués, motivés pour participer et s'engager dans cette démarche participative? Non. On retrouvait souvent les mêmes enseignants. On retrouvait, quand on avait un projet, par exemple, s'il fallait, je ne sais pas moi, proposer quelque chose pour modifier un arrêté, alors on nous disait qu'il fallait se réunir, etc. Donc quand on envoyait une invitation aux enseignants, aux étudiants, et on ne retrouvait que les mêmes personnes qui venaient. Il y en avait, et donc ça fait longtemps, parce que moi je me souviens quand on préparait le LMD, donc moi dans l'établissement dans lequel j'étais, nous étions toujours les mêmes à faire des propositions, à travailler sur le contenu des programmes, etc. Donc il y a un problème. Donc une vision négative, donc cette vision négative, elle existe pour deux raisons. C'est le caractère psychologique dont on parlait tout à l'heure, l'attitude et la perception, c'est-à-dire un moyen utilisé. Qu'est-ce que pensent les gens? Ils disent, finalement, ils sont en train d'utiliser de moyens pour nous éloigner de la réalité. La réalité, on sait très bien que les textes, ils sont prêts, les arrêtés sont prêts, et là, c'est uniquement dans leur rapport, pour envoyer... etc., etc. Donc vous voyez déjà, il y a ce type de comportement qui indique les valeurs intrinsèques au sein des établissements qui pose problème. Nous avons donc, le résultat, c'est que le comportement individuel l'emporte sur le comportement de groupe. Et le comportement individuel, c'est vrai, on disait, bon, on se sent, on est responsable, on nous demande de proposer des programmes pour le LMD, bon, si on ne le fait pas, qui est-ce qui va le faire? Ils vont nous imposer des programmes, peut-être qu'ils ne seront pas adaptés. Donc ça, c'est un comportement purement individuel, dans la mesure où le groupe... Donc si j'ai un khalal sur le point de vue collectif, automatiquement, ça va se répercuter sur le fonctionnement de l'organisation. Et c'est pour ça qu'on est loin de la bonne gouvernance de ce point de vue. Donc j'ai pris le premier, c'était la démarche participative. Le deuxième exemple, je continue. Donc, alors on avait dit deux problèmes, on avait dit deux raisons. Bon, la première raison et la deuxième raison, c'est le caractère matériel. C'est qu'il n'y a pas de contrepartie pour le travail demandé. Donc, les personnes à qui on demande de faire quelque chose nous disent souvent est-ce que c'est payant ou c'est pas payant? Donc, ils disent que c'est des heures de travail. Comment vous ne me payez pas? Alors qu'on sait très bien, au niveau des ministères, il y a des commissions, on a participé, etc. On fait des évaluations. Les évaluations sont gratuites. Alors parfois, les chefs d'établissement, ils utilisent d'un détournement en mettant en place le système des heures supplémentaires à l'enseignant qui a participé à faire quelque chose, etc. Mais légalement, ça ne se fait pas. Donc vous voyez qu'il y a un problème. C'est-à-dire quand on dit problème, c'est-à-dire qu'il mérite d'être pris en charge, d'être étudié pour pouvoir trouver une solution. Donc, ceci indique qu'un travail de préparation était nécessaire pour adopter ce nouveau style de management, par notamment, donc on a dit l'aspect organisationnel. Regardez le deuxième aspect qui ressort, examiner la situation en matière de gestion des ressources humaines. Si on prend le secteur de l'enseignement supérieur, vous allez demander à n'importe quel enseignant, il dit qu'on a des échelons, on ne m'a pas encore régularisé. Donc ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je me souviens, lorsque j'avais rejoint l'école de management, de 2006 à 2016, j'avais aucun échelon qui avait avancé. Donc, vous voyez, donc il y a un problème dans RH. Le plan de carrière, quand on recrute quelqu'un, quand on recrute quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui explique? On lui explique bien sûr ce qu'il a à faire, on va lui montrer comment il va travailler, etc. Mais le responsable des ressources humaines doit lui expliquer également comment il va évoluer dans cet environnement. Il est à un point A, comment va-t-il arriver au point B et C, etc. Ça, c'est le cheminement de carrière. Le cheminement de carrière, quand on clarifie le plan de carrière, c'est un facteur de motivation. Donc, je me dis, film Djoul. Donc, film Djoul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bini ammi, asdiqai, etc. Donc, il y a ça pose problème. Donc, on ne peut pas parler d'éthique. لا هذه الأمور، لا هذه العوامل، لا هذه الأسس ماهيش متوفرة، ما نقدروش نتكلموا على أخلاقيات المهنة.
accompagné par la formation et la communication. احنا نعرفوا باللي قضية التكوين قضية حساسة في المؤسسات والمنظمات الجزائرية. Jusqu'à l'an passé, je connais des cas, puisqu'on fait des études sur ça, ce qui intéresse une organisation, c'est de consommer son budget formation. Et en général, يبعثوا قبل la fin de l'année, يبداو يبعثوا les groupes. Allez, consommer, même ce groupe, on ne sait pas, est-ce qu'il a un besoin en formation, est-ce qu'il n'a pas un besoin en formation, etc. Donc, هذه قضية أيضاً مهمة جداً. Donc, regardez, l'aspect organisationnel, l'aspect GRH. Et on a dit, ce qui traverse ces deux aspects, c'est l'aspect comportemental. Donc, il faut accompagner, comme j'ai dit, par la communication, c'est-à-dire dire aux gens, voilà les objectifs que vous avez à réaliser. Quand je parlais tout à l'heure, par exemple, des documents administratifs des étudiants qu'on tarde à remettre, normalement, c'est un objectif. Qui a un objectif, il a un délai. Donc, il est quantifiable et il a un délai. Tu dois remettre tant d'attestation, par exemple, de succès provisoire à telle date. Donc ça, c'est un objectif et ça ne se fait pas de cette manière. Et nous avons également le climat social au sein des établissements. Ce serait intéressant de temps en temps de faire appel à des chercheurs du secteur, puisqu'on a des centres de recherche dans le CREAD, pour essayer de faire une étude sur le climat social. Ça, on n'y pense pas beaucoup. Parce que le climat social, bon, ça semble aller de pair. Les gens, ils travaillent, ils ont leur salaire, tout va bien. De temps en temps, il y a des conflits, mais bon, c'est pas... Évaluer les risques managériaux et éthiques, conformité et contrôle interne. Le deuxième exemple, c'est le projet d'établissement. Je suis à combien, madame? Mazel. Voilà. Le projet d'établissement, ça c'est un gros dossier du secteur. Alors, et qui nous a fait souffrir, puisque mon collègue, le professeur Mezouda, le DG de l'école, a participé de manière très active avec nous. C'était un gros projet. Donc, il fallait justement changer cette vision de l'université, donc déterminer des objectifs, des indicateurs quantifiables, etc. Donc, des rapports très divers, même mon collègue, je pense qu'il a dû participer également dans son université. Donc, avec chaque établissement, un diagnostic stratégique a été mené, des propositions ont été faites et une participation massive ou collective a été demandée. On nous a dit il faut faire participer les syndicats, les étudiants, les enseignants, etc., l'administration, parce que l'administration d'Erla, كذلك. Donc là aussi, il y a eu deux problèmes qui se sont posés. Le premier problème, comme dans le premier cas, l'implication collective n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc, j'ai mis ici, ça soit que le chef d'établissement a eu lui-même pris en charge avec un nombre réduit d'enseignants, soit ce sont toujours les mêmes qui ont travaillé. Donc, ça, le caractère collectif, il n'existait pas. Il n'existait pas. Donc, on est des chercheurs, il faut qu'on raisonne de manière objective. On ne va pas dire oui, on a fait, et puis notre projet, il est bien, etc. Bon, c'est déjà le deuxième problème, c'est qu'un projet d'établissement permet de gagner en performance et en qualité. Il est vrai que les établissements sont dans des régions différentes avec des potentiels différents, mais il y a l'absence d'autonomie administrative et financière qui limite la portée de ces projets dans le nouveau management public, puisque le nouveau management public doit faire ressortir la compétitivité entre les établissements. Là, c'est un gros problème, c'est-à-dire sur lequel devrait réfléchir la tutelle. Parce que sinon, on risque d'avoir des projets d'établissement qui se ressemblent pratiquement tous. Or, dans un projet d'établissement, pour gagner en compétitivité, on doit se démarquer des concurrents. Donc, d'une université ou d'un établissement aux enseignants, on a essayé de voir les programmes et plus, certains établissements ont eu droit à une évaluation externe. Nous, on n'a pas eu l'évaluation externe, mais jusqu'à présent, que ce soit la démarche qualité ou bien le projet d'établissement qui devrait être fini depuis longtemps, sont restés en suspens. Ils sont restés en suspens. Ils peuvent pas avancer. Ils peuvent pas avancer parce que nous n'avons pas les conditions de base dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est des conditions qu'il faut prendre en considération. Donc, le problème, c'est le passage. Donc, tous ces exemples pour indiquer le type de comportement adopté par les différents acteurs du service public selon leur environnement direct. Donc, on revient donc aux fondamentaux de toute organisation, dont l'administration publique.
Donc chaque fonctionnaire doit avoir une idée claire sur la mission, les objectifs, etc. Donc sur les objectifs fixés. Donc il y a des problèmes de communication, de gros problèmes de communication et de circulation de l'information au sein de nos établissements et de nos organisations de manière générale. Et c'est ce qui bloque un petit peu Donc la communication permettrait justement cette approche relationnelle qui manque dans les organisations. On comprend donc que les normes de conduite dans le service public sont à définir par les dirigeants. Elles ne sont pas innées ou spontanées, comme on a dit tout à l'heure. C'est grâce à ces normes qu'il sera possible de développer un comportement de groupe, de remplir la mission, de réduire les risques de conflit et de sanctionner. Donc les normes, il faut les connaître. Or, comme je disais tout à l'heure, le personnel qui travaille dans une organisation ou bien une nouvelle recrue n'est pas automatiquement informé des normes qui existent. Et ces normes, elles sont relativement simples quand on veut, on va en parler tout à l'heure, quand on veut les mettre en place. Alors moi, justement, pour le comportement, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est pas quelque chose dans l'air, c'est quelque chose justement de très fin, qu'on peut analyser. Et il y a des chercheurs qui sont arrivés à l'étranger, qui sont arrivés grâce à l'informatique, à modéliser le comportement humain. Et notamment, il y a un groupe de chercheurs qui ont développé un logiciel qui s'appelle ECHO, basé sur donc la fouille de données, c'est-à-dire on a toutes les caractéristiques individuelles et on croise avec une variable pour essayer de voir justement les motifs d'un comportement qui est fréquent, qui serait négatif ou positif, etc. Et ils ont fait, grâce à ça, une typologie de comportements. Ils ont saisi donc tous les types de comportements qui peuvent exister, ils ont fait une typologie. Et ce genre justement d'outils, on le nomme un outil d'aide à la décision. Donc il est de cette... bon, il y a 11 dimensions, moi je n'ai pas pu mettre sur la planche tout, donc vous avez le positif et le négatif, par exemple la détente, l'anxiété, la détermination, la réceptivité. Donc il y a... le comportement peut être modélisé, c'est ce qu'il faut comprendre. Le comportement peut être modélisé, ce n'est pas une appréciation subjective. C'est une appréciation sur la base de caractère comportemental, objectif, observé. Et ils ont fait, grâce à ces dimensions, ils arrivent justement à tirer quelle est la tendance générale. Alors vous avez, regardez, c'est expliqué, vous avez la tendance positive, la flèche qui va par là, la flèche qui va par là, c'est négative. Vous avez les valeurs de la dimension, elles sont importantes ou moins importantes, et la zone de variabilité. Donc le logiciel, et nous, grâce aux informations qu'on va lui donner, il va tirer tout ça. Ça, c'est très important. On oublie, on pense que l'informatique, ça sert uniquement l'activité technique, alors qu'elle peut être utilisée pour l'activité humaine, pour quantifier et pour modéliser l'activité humaine. Donc après, j'ai une typologie. Qu'est-ce que j'ai dans mon organisation? Quel type de comportement? Est-ce que j'ai des comportements extravertis ou j'ai des comportements introvertis? وهنا يعطيني دونك ماهيش ملاحظه مباشره ولا تقييم ذاتي قال انا جو سيف هذاك يعجبني هذه ما تعجبنيش etc. Non, il y a justement des méthodes scientifiques qui peuvent nous expliquer comment analyser un comportement. Il y a donc des outils comme celui-là qui est un outil bien sûr payant parce qu'il y a un droit d'auteur, mais il y a pas mal d'outils comme celui-là par exemple où on a une période de test sur 15 jours où on peut utiliser, et on a utilisé justement nous ce genre de test qui était à l'initiative de Monsieur le Président du CNES quand il était professeur à l'école de management. On a utilisé ce genre de test pour la sélection de nos candidats et ça nous a donné de très bons résultats. Parce qu'on utilisait une grille d'entretien. Ensuite, on a complété par ce test-là et ça nous a donné de très bons résultats. Donc il ne faut pas oublier ces aspects qui sont importants pour étudier le comportement. Alors maintenant, je passe à la culture organisationnelle. Vous avez, ça se déroule donc le troisième. Lorsqu'on aborde la question de la culture, c'est la notion de valeur à laquelle on fait appel pour expliquer l'éthique du service public. Donc, dans beaucoup de pays, ces valeurs ont été définies. Comme les normes et les valeurs à l'intérieur d'une organisation, elles doivent être définies en commun accord, c'est-à-dire un consensus. Vous avez l'exemple du Canada où il y a ces trois valeurs, la valeur démocratique, par exemple le respect d'autrui, des libertés, etc., les valeurs professionnelles, la compétence, etc. Donc il y a des aspects concrets auxquels on peut faire appel pour essayer de bien maîtriser la situation en matière d'éthique. La condition nécessaire d'une culture organisationnelle est une définition claire des fonctions et tâches de chacun, c'est-à-dire un cadre de référence avec des règles et des procédures claires. Donc des règles et des procédures claires, c'est ce qui nous manque aussi, parce que des fois, quand vous allez d'un établissement universitaire à un autre, vous leur demandez, on fait ça,
Donc, comment ça? Si on appartient au même secteur, si on a un cadre réglementaire commun, comment se fait-il que vous avez ça et vous avez ça? Donc, c'est vrai que le ministère est en train d'essayer de corriger le tir et fait beaucoup d'efforts afin d'homogénéiser. Mais il y a beaucoup de choses encore à développer. Donc, les valeurs qui se sont développées dans notre pays, elles ont été dites par mon collègue tout à l'heure. Donc, ce sont les valeurs négatives que nous connaissons et qui sont à l'origine du manque de confiance. Alors là, il faut comprendre qu'il y a 3 modèles principaux, fondamentaux de culture organisationnelle qui sont indiqués. C'est soit l'intégration, soit l'opposition, soit le retrait. Donc il faut justement faire une étude sur la culture organisationnelle, ou ce qu'on appelle en milieu professionnel, entreprise, la culture d'entreprise. Quel type de culture elle existe chez moi? Donc je ne peux pas, on a parlé d'éthique, حاجة هكذا راهي معلقة في السماء وأنا ما على باليش كيفاش نوظفها في البيئة نتاعي. 5 minutes, oh là là. Donc voilà, je vais aller vite, je m'excuse, pourtant il reste beaucoup de choses. Voilà, il y a des choses simples qu'on a essayé d'appliquer. Il y a M. Bouraba qui est là, qui était mon secrétaire général, et qu'on a imposé le port du badge, le logo, l'aménagement de l'espace de travail, le code vestimentaire, le respect. Donc ça, c'est des normes qu'on peut, et qui vont, avec la personnalité, devenir des valeurs. Nous avons des travaux, j'ai dit, il y a beaucoup de travaux. Et là, c'est pour conclure cette partie sur la culture organisationnelle. J'ai la collègue de Tlemcen, Tabata Oulouassila, qui a travaillé avec un autre collègue à elle sur la culture organisationnelle. Regardez les conclusions qu'ils ont tirées. Nous avons constaté sur le terrain et quotidiennement l'inexistence de valeurs communes partagées entre les membres de l'administration. Aucun document est adressé aux fonctionnaires afin qu'ils s'imprègnent de ces valeurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Elle a poussé beaucoup de fonctionnaires à faire leur travail par routine, sans chercher à s'améliorer, et pour certains à faire passer leurs intérêts personnels bien avant ceux de l'administration. Donc ils ont fait une étude donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc si on n'arrive pas à gérer ces aspects-là, or le New Public Management, l'innovation, la flexibilité. Or la routine, c'est opposé à la flexibilité et le... Donc, l'éthique, avant d'être une valeur, est une compétence professionnelle. Apprentissage d'expérience, c'est-à-dire il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et l'apprentissage, il ne faut pas être détenteur d'un doctorat ou d'un master et dire « moi, j'ai fait mes études, je suis compétent, etc. » Donc, l'apprentissage, formation continue, il doit être de mise pour essayer justement d'assurer ou de développer ou de promouvoir l'éthique professionnelle. L'éthique se traduit par des principes moraux et l'éthique va de pair avec la responsabilité. Bon, ça a été dit tout à l'heure. Donc on a des codes de conduite et chartes d'éthique dans pas mal dans l'université, mais dans l'application, il y a un problème. L'éthique professionnelle. Alors là, je vais vite maintenant parce que justement, le gros, je l'ai donné. Maintenant, c'est rapide. Donc la culture de l'éthique découle de la culture de l'organisation. Les études ont démontré que si dans une organisation, la culture se caractérise par le respect de l'autre, le dialogue, le partage, la responsabilité, chaque nouveau venu va suivre ce modèle dominant et inversement. C'est ce qu'on a dit, c'est la déduction de ce qu'on a dit. Donc je vais passer ça. La charte d'éthique, bon, je vais passer ça. Donc, quelles sont les solutions? Que faire? J'ai dit, khatima, il n'y a pas de conclusion. Moi, je pose les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, premièrement, diagnostic ou identification des problèmes. Donc, liés à l'organisation, au comportement, à la GRH. Pour ceux qui sont à l'écoute des informations, hier, la SNTF a publié une information, elle a dit il y a un gros problème en matière de GRH. Pourtant, la SNTF est une ancienne entreprise, on va dire une institution, parce qu'elle a ses valeurs. Malgré ça, il y a un gros problème qui fait qu'il n'y a pas de motivation. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, lié à la GRH, et c'est lié au risque, du non-respect de l'éthique. Donc voilà, je passe ça. Le deuxième, en conception d'un programme, donc formation classique, les plans de formation et les plans de carrière dont je parlais, la formation sur l'éthique professionnelle, les gens ils se exactement qui fait. Définition claire des responsabilités, notamment des cadres. Donc je passe ça. Et troisièmement, mise en œuvre du programme et des mesures nécessaires pour l'application sur le terrain